Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Lendemain d'élection en France, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Le Parti socialiste a résisté. Il a remporté 5 régions, il en espérait entre 4 et 6. Le Parti Les Républicains a remporté 7 régions. Son chef, Nicolas Sarkozy, rêvait de 10 régions. Quant au Front National, eh bien, il ne décroche aucune région, mais il progresse encore au second tour. Il réunit 7 millions d'électeurs. Il a aujourd'hui 358 conseillers régionaux. C'est 3 fois plus par rapport à 2010. Et c'est parti maintenant pour la présidentielle de 2017. On va en parler avec nos invités. Avec vous, Philippe Cordery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste, député de la 4e circonscription des Français de l'étranger du Benelux. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Vous êtes membre du Parti Les Républicains. Vous êtes député de la 1re circonscription des Français de l'étranger aux États-Unis. Ancien secrétaire... Et au Canada. Et au Canada, pardonnez-moi, ancien secrétaire d'État chargé au commerce, et c'était dans le gouvernement Fillon. Beaucoup d'autres choses. Jean-Lin Lacapelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Front National. Et puis avec nous, Adélaïde Zulfikar-Pazic, bonsoir. Vous êtes directrice de BVA Opinion. On commence, si vous le voulez bien, avec cette une de La Croix, la défaite pour tous. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Philippe Cordery? C'est la défaite pour tous? Écoutez, que personne n'ait gagné, c'est indéniable. Je pense que cette élection, on va l'analyser, a eu des effets contrastés. Mais ce que je voudrais saluer quand même, et il y a peut-être une victoire. Et dans cette victoire du second tour, c'est la victoire républicaine. C'est ce sursaut citoyen qu'il y a eu de tous les électeurs pour dire non au Front National, pour dire non au parti de la haine, au parti du refus de l'autre, qui est celui du Front National, qui est un danger pour notre République, et que on voit 60-70% des Français qui ne veulent pas du Front National. Je crois que c'est un enseignement important, ce qui valide un peu la stratégie aussi du barrage républicain que nous avions eu. Je ne veux pas occulter les enseignements, y compris du premier tour, où la gauche était divisée. La droite a eu un problème aujourd'hui pour être le réceptacle du mécontentement qui existe dans la société. Les autres partis de gauche aussi. Le Front National a fait un bon score au premier tour. Il ne faut pas occulter. On reviendra sur les enseignements. On va en parler, je voudrais vraiment quand même saluer cette forte mobilisation qu'il y a eu. Première fois depuis 2002 qu'on a une si forte mobilisation entre les 2 tours d'une élection. Oui, mais quand même avec un Front National qui a quand même 7 millions d'électeurs aujourd'hui. Frédéric Lefebvre, vous êtes d'accord avec c'est la défaite pour tous, mais comme le disait Philippe Cordery, c'est quand même la victoire des Républicains contre le Front National? Moi, je considère que notre pays est dans une situation extrêmement grave. D'abord, le Front National a fait son meilleur score qu'il ait jamais fait. Il a fait 7 millions de voix. Il a fait 358 élus, ce qui est... là aussi un record. Et donc expliquer que c'est une défaite du Front National, je pense que c'est compliqué, même s'il n'a pas de présidence de région aujourd'hui. Que ce soit une défaite pour les uns pour les autres, oui, mais elle était prévisible cette défaite, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où, si on veut bien prendre le temps de réfléchir au positionnement des Français, il y a 45 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'au premier tour, 65% d'entre eux, c'est-à-dire 29 millions, ont soit voté pour le Front National, c'est-à-dire contre les partis dits traditionnels, soit se sont abstenus, soit ont voté blanc ou nul. Mais dans les nuls, il y a beaucoup de votes qui sont des nuls parce que la colère est inscrite sur le bulletin. À ce deuxième tour, on tombe à entre 25 et 26 millions des électeurs. Si on ne se pose pas la question les uns et les autres, à la sortie d'une élection comme celle-là, ce que je réclame depuis des mois, et que je ne fais pas que réclamer dans mes paroles, mais que j'applique dans mes actes, c'est-à-dire quand on change d'attitude, et je le dis avec beaucoup de force, il est temps de dessiner une nouvelle identité politique française. Le vieux logiciel, gauche-droite, tout ça, honnêtement, je vous le dis comme je le pense, ça appartient au passé. Nos compatriotes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que les partis politiques cessent de faire leur petite combine et pour se défendre et défendre leurs intérêts et avoir tel ou tel nombre de candidats et empêcher tel ou tel autre. Regardez, juste, je termine là-dessus. Je vote la loi. Je voudrais qu'on fasse un tour de table là-dessus. Je voudrais qu'on parle justement de ce changement de politique. Et vous n'êtes pas le seul à appeler ça. Mais d'un mot, je vote la loi Macron. Je vote la loi Macron. On me le reproche en me disant que je nourris l'UMPS. Et quelques semaines après, ma famille politique, avec le Parti socialiste, décide de saisir
le CSA pour empêcher Madame Le Pen de faire une émission sur France Télévisions. Moi, de mon côté, on me le reproche alors que je fais ça pour les électeurs, pour les Français, pour les acteurs économiques, mais ça ne choque personne quand ce sont deux partis politiques qui le font pour défendre leur propre intérêt. C'est pas nous qui vous l'avons reproché de voter la loi. Je n'ai pas dit que c'était vous. Jean-Lain Lacapelle, Oui. c'est la défaite pour tous, c'est la défaite aussi pour le Front National. Alors, comme vous l'avez dit, le Front National recueille près de 7 millions de voix. Donc, c'est un record historique. Et c'est ça le fait vraiment important de cette élection. C'est que le Front National progresse, s'enracine dans les milieux ruraux comme dans les grandes zones urbaines. Donc ça, c'est la grande victoire. Il est le premier parti de France aujourd'hui. Sans alliance, sans aucune alliance. Il est le premier parti de France. Il le confirme de scrutin en scrutin. Et j'y vois bien sûr des présages très intéressants pour l'avenir. S'il y a une victoire aujourd'hui, c'est la victoire de l'UMPS. C'est la victoire du mensonge et c'est la victoire de la peur. Puisque le climat quand même de dictature dans lequel nous avons vécu, moi j'ai vécu 14 campagnes électorales depuis une trentaine d'années que je milite, j'avais jamais vécu une campagne comme celle-là où les médias ont pris position de manière absolument agressive, des patrons d'université ont écrit à leurs étudiants en leur demandant de ne pas voter Front National, le showbiz et certains artistes ont pris position fortement également, jusqu'à Manuel Valls qui mardi dernier quand même dans son petit canapé en cuir à Matignon a passé sa journée à téléphoner au colistier de la liste de monsieur Masseret dans le Grand Est pour leur faire peur. Oui, mais alors Et justement, les je voudrais menacer, vous interroger, est-ce que c'est pas là aussi aujourd'hui votre challenge entre guillemets, c'est aussi de vous interroger aujourd'hui pourquoi vous faites peur aux Français? Mais je crois que ne faisons pas peur aux Est-ce que Français. cette stratégie finalement de dédiabolisation, est-ce qu'elle n'a pas, est-ce qu'elle s'est pas arrêtée en cours de chemin? Est-ce qu'elle n'est pas allée au bout finalement? Cette dédiabolisation est en marche. Nous avons recueilli 7 millions d'électeurs. Donc Oui, mais nous pas sommes en pleine suffisamment progression. en tout cas pour remporter une région. Bien Et évidemment. vous n'avez pas de Mais- réserve de voix aujourd'hui. On peut se poser aujourd'hui une question clairement sur la démocratie, mais je réponds à votre question. On a un réservoir de voix, bien évidemment. Mais parce qu'aujourd'hui, Mais il est ces où électeurs votre que l'on gagne- réserve de voix? On l'a pas vu en tout cas au second Mais tour. il est à l'UMPS. Il est à l'UMPS parce qu'aujourd'hui, nous avons formé aujourd'hui avec le Front National une force politique qui recueille des gens qui vont de gauche à droite. Nous sommes un mouvement populaire de rassemblement national et c'est comme ceci que nous sommes en train d'évoluer et de progresser. Et vous le verrez dans les prochaines échéances, c'est l'UMPS qui se dégonflera. Tout simplement, et c'est les électeurs déçus qui viennent adhérer au Front National. On va en parler. Adélaïde Zulfikar-Pazic, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est ce qu'on peut dire de ce scrutin? D'un point de vue plus factuel, effectivement, je pense qu'on pourrait avoir cette lecture mi-figue, mi-raisin pour l'ensemble des forces en présence. Pour la droite, par exemple, alors certes, par rapport aux espoirs qui étaient les siens il y a encore quelques mois, certains parlent d'une défaite. Néanmoins, il faut quand même regarder les choses de manière factuelle. En 2010, la droite avait une région. Elle est désormais à la tête de 7 régions parmi les 12 nouvelles. Donc, il y a quand même eu, voilà, on peut avoir cette double lecture. Pour la gauche, il y a quelques mois, on pronostiquait une débâcle, maximum 3 régions. Finalement, la gauche a réussi à conserver 5 régions métropolitaines. Et pour le Front National, on peut effectivement dire qu'il s'agit d'une défaite puisqu'il n'a finalement gagné aucune région. Néanmoins, et je pense quand même que c'est un fait marquant de cette élection sur lequel il faut s'attarder, on a eu un record historique pour le Front National. Vous parliez des réserves de voix, on a quand même une progression en nombre de voix entre le premier et le second tour de l'ordre de 800 000 voix. Donc il y avait quand même des réserves de voix, y compris chez les abstentionnistes. Alors dans certaines régions, si je dis pas de bêtises, je crois que le Front National a progressé dans l'ensemble des régions dans l'entre-deux tours, à l'exception de l'Île-de-France, où il a reculé. Et en tout cas, je pense que d'un point de vue, d'un point de vue, mon point de vue de politologue, en tout cas, c'est quand même un fait marquant, cette progression, cette dynamique du Front National que l'on suit dans le temps, même si effectivement, vous l'avez souligné, il n'a pas réussi à remporter de région, donc ça le questionne, mais de même que je pense que toutes les familles politiques, au soir de ce second tour, vont devoir se questionner sur... Elles devraient. Elle devrait se questionner. Alors justement, on va parler des questionnements, mais je voudrais, si vous voulez, qu'on écoute Valérie Pécresse, qui a été la gagnante en Ile-de-France face à Claude Barthelone. Et ça a été quand même une claque, on peut le dire, pour le Parti socialiste. C'était ce matin, après le bureau politique du parti Les Républicains. Et puis ensuite, on écoutera Jean-Christophe Cambadélis. Nous avons besoin de renouveau. Alors ce que j'ai dit au bureau politique, c'est qu'évidemment, les régions qui ont été gagnées, on ne les a pas gagnés pour rien, on les a gagnés pour faire, et que nous allions faire de la politique par la preuve. Dans nos régions, nous allons montrer ce que nous savons faire. Voilà le patron maintenant du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Je m'adresse au gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut agir contre la précarité et pour l'activité, comme nous nous sommes attaqués à la compétitivité et à la refondation de l'école.
Philippe Cordery, j'entendais tout à l'heure Frédéric Lefebvre, mais il n'est pas le seul dans sa formation politique, et c'est vrai aussi à gauche. Il faut changer. Alors ça, c'est un discours de lendemain d'élection, mais concrètement, il faut changer quoi? Il faut faire quoi? Écoutez, d'abord il faut changer parce qu'on arrive à une situation, je le disais tout à l'heure, du premier tour qui n'est pas satisfaisante. Pour moi, en tous les cas, pour la gauche. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord continuer les réformes. Ça, c'est pas du changement. Il n'y a pas que du changement à faire. Il faut que les réformes qu'on a entreprises depuis 3 ans portent leurs fruits. Et ça veut dire continuer à aller dans la même direction. Je le fais parler de la loi Macron. Ce sont des lois qui sont importantes pour notre économie, pour le dynamisme de notre économie. Et c'est ça qui sera le début du retournement de la courbe du chômage. Mais pour l'instant, on la voit pas. Hein, et pour l'instant, on la voit pas, mais les entreprises, quand même, ont un peu plus de marge aujourd'hui qu'hier. Et le moment où la croissance véritablement reviendra, elles pourront embaucher et changer la courbe du chômage. Mais là, vous dites poursuivre les réformes. Oui. Poursuivre les réformes. Le problème, c'est qu'il y a une partie de votre parti, notamment à l'aile gauche de votre parti, qui n'en veut pas de ces réformes, qui les dénonce, qui dénonce des réformes sociales libérales. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poursuivre au risque, justement, de créer peut-être même une scission au sein de votre propre parti? Non, c'est pas ça du tout. L'idée aujourd'hui, c'est de rassembler autour d'un projet de société qui puisse véritablement apporter un changement avec pour une les partie personnes, de la droite, pour les gens. Rassembler avec une partie de la droite, tendre la main même à la droite, parce que j'ai entendu certains ténors, même de votre parti, du Parti Les Républicains, de dire peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Alors c'est plutôt tendre la main à la droite, ou est-ce que c'est, je pense à Jean-Pierre Raffarin, ou est-ce que c'est tendre la main à la gauche, de la gauche? Tendre la main aux Français, d'abord et avant tout, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui dans des situations de révolte. C'est ça qu'ils ont signifié aussi en n'allant pas voter ou en votant. Philippe Cordery, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire que les réformes portent leurs fruits. C'est-à-dire qu'on arrive véritablement à changer les choses au niveau de l'emploi. Mais pour l'instant, elles portent pas les fruits, les réformes. Non, parce que ça prend du temps. Et c'est pour ça que Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il fallait maintenant donner un signe aussi pour la précarité. Parce que les classes populaires qui se sont mobilisées au second tour pour voter contre le Front National, il faudrait qu'on arrive à les faire voter pour quelque chose, pour un projet. Et aujourd'hui, elles ne voient pas le fruit des réformes parce que ça prend du temps. On avait un pays très endetté. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, nous allons continuer à aller dans le même sens. Il nous faut en même temps pas de changement de cap, en fait. Pas de changement de cap, mais et continuer les réformes pour la précarité, pour la jeunesse qui est aujourd'hui la plus désespérée. Frédéric Lefebvre, qu'est-ce qui va changer alors quand vous dites qu'il faut qu'on travaille ensemble? Ça veut dire quoi? D'abord, vous avez dit tout à l'heure, ce sont des paroles de lendemain d'élection. Non. Me concernant, ce ne sont pas des paroles de lendemain d'élection. Je vous rappelle que, par exemple, le pacte de compétitivité, je l'ai voté, j'étais seul député UMP à le faire. Sur la loi Macron, je n'étais plus seul. J'avais avec moi 4 ou 5 députés UMP et il y avait l'UDI. Et aujourd'hui, je peux vous faire la confidence, j'étais à la commission des lois juste la semaine dernière, avant ce deuxième tour, et de nombreux parlementaires de ma famille politique sont venus me voir en me disant « Ce premier tour montre que tu avais raison. Ce premier tour montre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce premier tour montre qu'aujourd'hui, nous devons changer d'attitude. Nous devons changer d'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques cessent d'être... Sortir des logiques politiciennes, finalement. Et quand vous croyez à un texte, même si c'est un texte de gauche et vous êtes de droite, mais il faut aller le voter. Mais bien sûr, on passe. Oui, mais vous êtes un des rares. Non, mais je suis de moins en moins rare. Il va suivre votre parti. Je suis en train de vous dire, je suis de moins en moins rare. J'ai de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'aujourd'hui les Français ne le supportent plus. Que quand vous avez simplement parce que par peur de ce mot UMPS qui a été brandi par le Front National, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Les gens ne sont plus authentiques. Alors qu'il faut être authentique quand on fait de la politique. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui, mais quand on dit dans votre parti des choses, on est en désaccord, on se fait aussi sanctionner. C'est le cas de NKM aujourd'hui. Vous, oui. Oui, bien sûr, je ne fais pas partie de la direction. Sans doute que si je faisais partie de la direction, peut-être que vous seriez évincé je n'en ferais plus partie. Est-ce que c'est normal, ça? Écoutez, en tout cas... Est-ce que vous le dénoncez? En tout cas, moi, je vois qu'il y a aujourd'hui un débat qui est annoncé. Je souhaite que dans ce débat, chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse défendre des points de vue. Moi, je défends ce point de vue, je vous le dis, pas simplement dans les mots, dans les actes. Je considère que quand on explique en permanence que ce sont les Français qui ne veulent pas de réforme, que ce sont les Français qui bloquent les réformes, la vérité, c'est que ce sont les partis politiques qui bloquent les réformes. Quand nous étions au pouvoir, la gauche n'avait de cesse de bloquer tout ce que nous faisions, même s'ils étaient d'accord. Et je regrette qu'aujourd'hui,
ma famille politique, même quand elle est d'accord avec des mesures qui sont défendues par le gouvernement actuel, s'oppose pour des raisons de maintenir ce clivage. D'ailleurs, j'ai vu, c'est Benoît Hamon qui disait aujourd'hui, il faut raviver le clivage gauche-droite. Non mais où sommes-nous? C'est un peu Arrêtons de prendre les Français pour des crétins. Un mot, Jean-Léa Capelle, et ensuite je vous donnerai la parole dans la seconde partie de notre débat. Monsieur Cordery, donc, qui représente le gouvernement, vient de nous dire donc pas de changement de cap, on continue comme avant, donc toujours plus de déficit, toujours plus d'immigration, toujours plus d'insécurité, et on continue avec les problèmes des Français, et donc on ne tire pas la leçon aujourd'hui du scrutin électoral, mais ça continuera. Je suis pas du tout surpris de vos propos, parce que vous ne retenez aucune leçon de ces scrutins-là. Le Front National, il va falloir aussi un moment que les partis politiques écoutent le Front National. On nous avait dit le Front National ne saura pas gérer de municipalité ou de collectivité. Nous avons conquis une douzaine de municipalités. Aujourd'hui, c'est un vrai plébiscite électoral. À Fréjus, à Cogolin, à Béziers, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, 60% d'électeurs ont voté Marine, par exemple, ce week-end. Un vrai plébiscite électoral partout, dans toutes les collectivités que nous tenons. Et bien de la même manière, nous avions dénoncé la politique tenue par le gouvernement dans le cadre de l'insécurité et notamment de son combat contre l'islamisme radical, qui n'a jamais su d'ailleurs nommer comme celui-là, puisqu'on appelle ça Daesh, mais ça a un nom derrière, Daesh, ça s'appelle l'islamisme radical. Nous avions dit au moment des attentats du mois de janvier, attention, il faut restaurer les frontières, premièrement. Deuxièmement, fermer les mosquées salafistes. Troisièmement, expulser les imams radicaux. On nous avait dit, vous êtes vraiment des extrémistes et ça n'est pas possible. Mais monsieur, je ne dis pas... Allez, eh bien, j'apprécie. Allez, on fait une petite pause. On est obligé de faire une petite pause. On a déjà pris du retard. Et je vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement essaie de faire. En revanche, je crois que c'est les effets d'annonce. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite, le temps du rappel des titres. France 24, 3 chaînes, 24 heures sur 24, 430 journalistes, 144 journaux quotidiens, 42 magazines, 160 correspondants dans le monde, 300 millions de foyers qui nous reçoivent, 45,9 millions de téléspectateurs réguliers chaque semaine, un site visité 13 millions de fois par mois, 12 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Thank you. Merci. Shukran. France 24, le monde en direct, un réseau mondial d'observateurs. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Apparaît les grands titres de l'actualité de ce lundi soir. Les règlements de compte au lendemain des régionales au Parti Les Républicains. Nathalie Kosciusko-Morizet aurait été évincée lors du bureau politique du parti qui s'est tenu ce matin. Elle ne fera pas partie NKM de la direction annoncée en janvier. La vice-présidente du parti s'est opposée, vous le savez, à Nicolas Sarkozy sur la stratégie du ni PS ni FN. Le Parti Socialiste qui est en plein bureau politique ce soir pour analyser les résultats. La gauche qui a bien résisté, elle a 2017 en ligne de mire. Il va falloir maintenant rassembler ceux dès le premier tour et c'est pas gagné. On va en parler de cette présidentielle 2017 avec nos invités dans un instant. Le congrès de la CDU qui se tient en Allemagne à Karlsruhe. Moment difficile pour la chancelière Merkel. Son parti critique sa politique à l'égard des migrants. L'Allemagne qui a déjà accueilli pour cette seule année 1 million de migrants. La seconde partie de notre débat.
La seconde partie de notre débat après les régionales, le prochain scrutin, eh bien, ce sera la présidentielle 2017. On va en parler avec nos invités. Mais avant cela, on va écouter la présidente du Front National, Marine Le Pen. C'était hier soir. Dans les semaines qui viennent, dans tout le pays se constitueront des comités bleu marine. Ils auront vocation à vous accueillir, à rassembler tous les Français de toutes origines qui veulent participer avec nous à l'œuvre de redressement de notre chère patrie. Rejoignez-les, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Vive la République française, vive la nation, vive la France! Adélie Zulfikar-Basic, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là aussi des partis, les Républicains, mais également du Parti Socialiste dans cette montée du Front National? Tout d'abord parce qu'il y a une défiance, vous allez nous en parler, des Français à l'égard des élites politiques, mais aussi parce que finalement, que ce soit les deux partis, je pense aussi même au Parti Socialiste dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, quand ils avancent la volonté de mettre dans la Constitution la déchéance de la nationalité, finalement ils reprennent des thèmes du Front National et d'une certaine manière ils dédiabolisent aussi ce parti. Alors il y a plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire. Le premier point effectivement qui est important de souligner, vous l'avez dit, c'est qu'au-delà de l'action politique concrète, des résultats ou des programmes, la question de fond est la question de la confiance qu'ont les Français aujourd'hui dans la classe politique, dans les hommes et femmes politiques, pour entendre réellement leurs préoccupations et pour les représenter. Et on le dit assez régulièrement, mais c'est quand même une tendance de fond qui s'accentue année après année, et on a une vraie défiance des Français qui, aujourd'hui, a comme double effet soit l'abstention, un désintérêt total de certaines catégories, notamment les jeunes, pour la politique, et voilà, ils s'en détournent complètement, et effectivement la progression du Front National qui peut constituer une réponse face à ce sentiment presque parfois d'abandon de la part des Français. Donc ça c'est le premier point. Et par rapport au deuxième point que vous avez soulevé, qui était la question du terrorisme, en fait, je ne sais pas la reprise des thèmes, en tout cas des thématiques, de certaines thématiques du Front National, qui a été fait par le parti les Républicains du temps de Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui même par le Parti Socialiste, quand on parle de la déchéance de la nationalité. Mais c'est peut-être que c'est une bonne idée. Si les Républicains sont d'accord, le Front National aussi, et le PS aussi, c'est peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Pourquoi? Vous dites finalement regardez, écoutez, moi j'ai les... été 18 ans maire adjoint. Quand on est élu local, le nombre de fois, il y avait des élus du Front National, des élus du Parti Socialiste. J'étais moi, à l'époque, élu de la majorité municipale, et donc UMP. Mais le nombre de fois où on a voté quand il s'agissait d'une rue, d'une école, qu'on a voté tous ensemble. Et pourquoi est-ce que quand on le fait au niveau local, ça n'est pas un drame, et dès qu'on franchit les échelons, c'est au niveau national, ça devient un drame. Ça n'a aucun sens, je vais vous dire, d'autant plus que quand on regarde les autres pays, vous prenez par exemple les 28 pays européens, le nombre de pays qui fonctionnent avec des coalitions et qui acceptent de s'additionner quand c'est à l'intérêt des Français, je ne vois pas pourquoi ça serait mal élevé de le faire en devrait France. prendre exemple peut-être sur l'Allemagne. Jean-Alain Lacapelle, ensuite la parole. Cela fait 40 ans que gauche et droite se partagent le pouvoir, se succèdent et appliquent la même politique, strictement la même politique. L'opposition politique, elle se fait pendant la campagne électorale. J'ai été élu moi-même 12 ans conseiller régional du centre et j'ai vu gauche et droite voter les mêmes textes, comme vous le disiez, mais voter les mêmes textes les mêmes textes dont souvent le contenu était absolument nocif pour la France. Valérie Pécresse a voté avec ses amis 70% des textes présentés par la gauche. Oui, mais si ce sont des bons textes, est-ce que c'est pas bien, justement? Alors je vais vous donner un exemple. Les alliés du modèle UDI, les alliés de Mme Pécresse ont voté les 3 millions de subventions pour les migrants. Alors quand j'entends dans vos titres tout à l'heure du journal que l'Allemagne a déjà accueilli 1 million de migrants et que nous savons que l'Allemagne est au pied quand même de la France et que Schengen aujourd'hui... mais elle supporte bien économiquement l'Allemagne. Vous supprimez... Et elle arrive pour l'instant à supporter... Mais vous savez qu'avec Schengen, c'est des migrants demain en Allemagne, ce sont des migrants chez nous. Vous savez que notamment parmi les terroristes, deux migrants étaient notamment actifs dans le cadre des attentats. Donc, nous ne croyons plus du tout en la politique aujourd'hui qui est appliquée par le gouvernement. Ça fait bien longtemps que nous émettons un certain nombre de solutions. Moi, je suis ravi et je ne peux que me satisfaire quand j'entends M. Valls qui reprend un certain nombre de nos idées. Et je le disais tout à l'heure, avant que vous m'interrompiez,
fermeture des frontières, restauration donc de nos frontières nationales, c'est primordial si on veut un pays en sécurité. Non. Deuxièmement, c'est très important, c'est très important. Monsieur, vous aurez encore les attentats sinon. Vous le savez pas très bien. Deuxièmement, fermeture des mosquées les plus radicales, salafistes, il y en a 110, elles sont identifiées. Mise sous contrôle des ceux qui sont en fichier S, ils sont également 110 000, ils sont parfaitement identifiés. Expulsion des imams radicaux. Monsieur Valls, son gouvernement ou certains opposants nous disent nous allons appliquer une partie de ces idées-là. Pour l'instant, il y a eu un imam expulsé, aucune mosquée fermée et les frontières. Si, il y a eu 3 mosquées qui ont été fermées, c'est faux. 3 mosquées qui ont été fermées. Il y a eu 3 mosquées qui ont été fermées, il y a beaucoup de perquisitions qui ont été faites, etc. Philippe Cordery. Mais sur l'idée de reprendre, c'est vrai, certains thèmes au Front National, d'une certaine manière, est-ce que vous ne légitimisez pas ce parti, par exemple, sur la déchéance de la nationalité? Vouloir l'inscrire dans la Constitution, c'est une idée du Front National. C'est une idée des Républicains. Du Front National. Mais c'est eux qui sont vous le savez très bien. Mais Philippe Cordery, c'est la gauche qui est au gouvernement et la gauche, c'est pas la droite quand même. Arrêtons de faire comme si tel ou tel était propriétaire d'une idée. Voilà, personne n'est propriétaire d'une idée. Ça a été une idée. Et quand une idée est défendue par tel ou tel, elle peut être bonne. Philippe Cordery. Qu'il faille faire de. Vous aussi, vous êtes d'accord, vous? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, monsieur, mais j'ai l'impression que ça vous fait mal au cœur ou je ne sais pas, que ça vous écorche de dire Front National. Le Front National a très bonne idée. Philippe Cordery. Philippe Cordery, c'est changer les idées. Parce que c'est toujours la même rengaine, c'est les immigrés, c'est fermer les frontières. Vous n'avez que ça comme solution. Vous ne dites que ça. Alors qu'il faille faire de la politique plus intelligemment. Philippe Cordery. J'en suis entièrement d'accord. Et qu'on ne soit pas obligé de redéfaire tout ce que l'opposition d'antan a fait quand on arrive au pouvoir et qu'on puisse être un peu plus intelligent dans le débat politique. J'en suis absolument convaincu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur ce qu'il faut pour moderniser notre pays, pour que notre pays soit en état d'aller contre le chômage qui est aujourd'hui le principal problème. 4 ans, ça n'a pas suffi. Donc non, 4 ans, ça ne suffit pas. Et donc on peut discuter ensemble de mesures. Et je pense que dans la majorité actuelle, il faut aussi bien faire le tiers payant que la loi Macron. On a aujourd'hui une politique qui est assez large et il faut continuer à élargir parce que le seul objectif, ça doit être la modernisation de ce pays et la justice sociale dans ce pays. Maintenant, sur les questions de sécurité, je pense qu'on est dans une période où l'Union nationale a été importante et est importante pour qu'on prenne les mesures qu'il faut pour lutter ensemble contre le terrorisme. Et c'est là que viennent un certain nombre de vous l'avez dit au mois de janvier, quand il y a les propositions qu'a fait le président de la République au niveau français, au niveau européen. Sur la déchéance de nationalité, on va en parler. On n'est pas tous d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord à gauche. Il y a des vraies différences. Il y en a qui sont vraiment pas d'accord. Je pense que ça ne résoudra pas tout, mais ayons de la discussion parce que notre objectif aussi, c'est d'avoir les 3/5 pour changer la Constitution et c'est que nous soyons tous l'ensemble, en tous les cas, de la classe politique. Alors l'Union nationale, c'est bien, mais il y a quand même une élection présidentielle et là, il n'y aura pas une candidature commune, les Républicains, le Parti socialiste. On va en parler justement de cette primaire à droite et de cette présidentielle, mais j'aurais d'abord qu'on écoute Sébastien Huyghe, il est porte-parole des Républicains. C'est justement la sortie du bureau politique ce matin. Les primaires viendront en leur temps. Il y a des dates qui ont été fixées. Certains proposent qu'on les avance. La question est ouverte. De toute manière, c'est quelque chose qui appartient à la haute autorité qui a la légitimité pour déterminer si oui ou non il faut maintenir les dates. Mais en tout cas, la question est ouverte. Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'y avait pas de raison que nous n'en débattions pas. Frédéric Lefebvre, est-ce qu'il faudrait l'avancer, la date de cette primaire? Elle est prévue initialement autour du 20 novembre. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'avancer justement avant l'été pour permettre après à votre candidat de se préparer et de se mettre à fond dans la présidentielle? Écoutez, parce que là, c'est une bataille qui va commencer, une guerre des chefs. Tout ça n'a aucun intérêt. Je vous dis ce que je pense. Et je pense que c'est ce que pensent les Français, voyez-vous. Là, on a alors je ne dis pas que tel ou tel peut... on peut toujours trouver de bonnes raisons pour expliquer qu'il vaut mieux avant, plus tard. Tout ça a si peu d'importance. Et croyez-moi, quand vous avez... Il n'y a pas plus destructeur de la confiance, le peu de confiance qui reste de la part des Français que de voir qu'au lendemain d'un débat, d'un vote comme celui-là, ma famille politique se réunit et qu'en bureau politique, les sujets abordés sont ce type de sujet, franchement, il y a de quoi se désespérer. L'éviction de LKM, vous la regrettez?
Mais bien sûr, moi je pense que de toute façon, aujourd'hui, d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet a parfaitement respecté, elle était dans la direction, la ligne, puisqu'elle a attendu le lendemain du deuxième tour pour dire ce qu'elle pensait. C'était d'ailleurs très respectueux. Ce que je veux simplement dire, là on vient par exemple d'avoir un débat extrêmement important qui sera un des débats clés de l'élection présidentielle, sur la question de la sécurité, sur la question des frontières. Moi, j'ai un constat qui est identique au constat qui était défendu tout à l'heure, mais je n'ai pas la même solution. Je considère qu'aujourd'hui, les frontières de l'Europe sont une passoire. Je considère que c'est d'ailleurs une responsabilité que nous portons tout autant que la gauche, de ne pas avoir mis en place, moi je le réclame depuis 2010, aux frontières de l'Europe, un système de police européenne des frontières. Parce qu'on a mis, comme si souvent, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a Schengen, circulation, sauf qu'on ne s'est même pas posé la question de savoir si tout le monde pouvait ou non rentrer. Alors moi, je ne suis pas pour les frontières rétablies autour de chacun des pays de l'Europe, mais je suis pour de vraies frontières. Oui, mais ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens, mais personne met l'argent à la poche. Mais moi, je voudrais qu'on avance sur le débat aussi. C'est pas le sujet. Politique. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Ça, c'est un sujet majeur. C'est plus d'Europe dans ce cas-là. Mais attendez, mais moi, je demande plus d'Europe. Politique européenne. Mais je demande d'immigration et d'asile. Mais par exemple, quand le Front National dit, on n'est pas en situation aujourd'hui de protéger nos frontières, il a raison. Bien sûr, il a raison. Par contre, la réponse qu'il donne, je suis contre. Et je parce que propose l'Union une autre européenne ne va pas réponse. assez loin. Mais l'autre réponse, le problème, c'est que ni nous, ni vous ne la mettons en œuvre. Et que ni nous, ni vous n'obtenons on n'est pas tout seul des au autres niveau de l'Union pays. européenne, on n'est pas Enfin, tout seul. écoutez, et aujourd'hui, c'est ça le sujet. Est-ce que enfin les hommes politiques dans notre pays vont oser, au niveau européen, dire Schengen, oui, à une condition, c'est que d'abord, on commence par protéger les frontières. C'est ce qu'a dit le président de la République. De la même façon c'est ce qu'on dit en que ce moment. quand, par exemple, la ville de Paris décide de fermer la circulation aux voitures, et très bien, mais que la première décision, c'est qu'on organise des systèmes de parking aux entrées de la ville et des systèmes de transport en commun. Allez. On met la C'est charrue exactement avant ce les que le bœufs. président de la République a dit au dernier Conseil européen. Voilà, donc on est en train de... Allez, moi, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien. Ça fait 20 ans. Oui, non, mais aujourd'hui, ça bouge. Moi, je voudrais qu'on parle de l'élection présidentielle de 2017. Je note juste qu'il y a un an, lorsque le Front National disait que Schengen était un mauvais traité, nous étions pointés du doigt. Schengen ne va pas assez loin. Nous étions pointés du doigt, et en fait, aujourd'hui, il y a tout de même de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui reconnaissent que Schengen est un très mauvais traité. Schengen ne va pas assez loin. Et qui ne protège pas. Allez, moi, je voudrais qu'on revienne sur l'élection présidentielle. Ça sera un des thèmes. Et c'est pas vos Allez, je voudrais qu'on revienne sur l'élection présidentielle. Et on n'a pas laissé parler Adélaïde. Nous-mêmes, nous le disons. C'est pas vos Et solutions. pourtant, nous n'avons pas par fait. nos solutions, vous le savez très bien. Adélaïde Zulfikar-Pazic, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur les primaires à droite, parce que c'est quand même un problème. Aujourd'hui, Frédéric Lefebvre, ça va quand même être une bataille à droite entre Alain Juppé, entre Nicolas Sarkozy, entre... des primaires. Vous avez un candidat d'ailleurs favori? Absolument, j'ai pris aucune décision aujourd'hui. D'accord. Adélaïde Zulfikar-Pazic, J'attends de voir qui va quelle personnalité les Français voudraient voir? C'est Alain Juppé? C'est Alain Juppé aujourd'hui qui est en tête quand même, qui a le plus d'opinions positives. En fait. Déjà, j'aimerais souligner une chose, c'est que justement, on est en décembre 2015, la présidentielle, c'est en 2017. Je pense que justement, ce type de débat sur à quand la primaire, c'est typiquement ce genre de réaction qui met de l'eau au moulin de la défiance des Français. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement sur la primaire, alors je dis ça, mais on a quand même fait des études sur la primaire. Voilà. Et nous, on en parle aussi comme journaliste. Voilà, et en fait, tout dépend en fait du corps électoral de cette primaire, parce que si on parle des Français, mais ce ne sont pas les Français qui vont aller voter à la primaire, c'est effectivement pour l'instant Alain Juppé qui arriverait en tête, mais voilà, à date. En revanche, si le corps électoral est composé essentiellement des sympathisants du Parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy reste le candidat favori. Alors je dirais, c'était des enquêtes qui datent d'avant les élections régionales, donc je ne sais pas quel pourrait être l'impact du scrutin qui vient de se dérouler sur sa popularité. En tout cas, c'est lui qui a l'appareil. Tout le monde sera balayé si nous ne comprenons pas que ce qu'il faut, c'est d'abord se mettre au boulot sur deux sujets majeurs sur lesquels tout le monde parle, personne n'agit, ou en tout cas pas suffisamment, et sur lesquels on pourrait s'additionner. Je prends le chômage. Moi, je propose que tout le monde, y compris d'ailleurs les élus du Front National, qui ont été élus dans les régions, tout le monde, pendant 6 mois, il y a 84 milliards qui sont aujourd'hui l'argent de la formation professionnelle. On se donne 6 mois,
et tout le monde essaye de se mettre d'accord sur 3, 4, 5, 6 mesures en faveur de l'emploi, en sortant des limites administratives classiques, en prenant des bassins de vie et en se donnant l'objectif d'obtenir des résultats pour les Français. Vous verrez que ça, si on changeait de logiciel et qu'on sort mais de ça, ces... c'est peut-être dans le monde idéal. Là, il y a Non, quand même mais une pourquoi le monde présidentielle. idéal Excusez-moi, Mais enfin, je viens de vous décrire, c'est ce que nous faisions. Frédéric Lefebvre. Il y a Frédéric une Lefebvre. présidentielle et là, il va falloir justement marquer les clivages. Il va falloir Moi, chacun j'en présente un programme. Moi, j'en appelle aux maires Quand aujourd'hui on de Philippe ce Cordery. pays qui sont de droite comme de gauche et qui savent très bien que dans leur ville, ce que je suis en train de dire, ils sont capables de le faire. Je vois pas pourquoi les hommes politiques, à chaque fois qu'ils gravissent un échelon, deviendraient un peu plus fous. Mais aujourd'hui, quand on modernise notre économie, avec la loi Macron, quand on donne des marges aux entreprises, est-ce que c'est pas comme ça qu'on va aussi lutter contre le chômage? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire exactement ce que vous dites? Non, mais Philippe Cordery, excusez-moi de revenir quand même une question quand même centrale. Si François Hollande n'inverse pas la courbe du chômage, c'était quand même sa promesse qui a été faite aux Français. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a une défiance aussi aujourd'hui des électeurs, parce qu'il y a beaucoup de promesses finalement qui sont faites et qui ne sont pas tenues. Aujourd'hui, vous voyez, on pourrait prendre exemple sur Angela Merkel, qui a dit devant son congrès de la CDU, qui a dit, moi, je vais pas dire, il faut, on peut accueillir ad vitam aeternam, je ne sais combien de millions, parce que je sais que je ne pourrais pas tenir cette promesse. Elle a dit ça aux délégués de la CDU. Je sais que je ne pourrai pas tenir ces promesses. On n'a jamais entendu un homme politique en France dire, je sais qu'on ne pourra pas tenir ces promesses. Alors, François Hollande, il a fait lui une promesse. Il a dit, si la courbe du chômage n'est pas inversée en 2017, je ne me présenterai pas. Est-ce qu'il tiendra cette promesse? Est-ce qu'il sera légitime? Est-ce qu'il peut aller à la présidentielle si la courbe du chômage n'est pas inversée? Alors, comme ça a été dit, je pense que la présidentielle, c'est dans 1 an et quelques mois. Donc, on a le temps déjà de voir à la fin de 2016 où en sera la courbe du chômage. Mais non, mais la question, c'est que s'il ne tient pas cette promesse, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est légitime pour aller à la présidentielle? Si cette courbe n'est pas inversée. D'accord, mais déjà, on va mettre tout en œuvre en 2016 pour l'inverser. Oui, bah vous répondez pas à ma question. Et après, je veux dire, on décidera, mais François Hollande, aujourd'hui, est légitime pour être de nouveau candidat et pour défendre son bilan à la présidentielle. Moi, pour l'instant, ce n'est même pas un sujet qui effleure l'esprit ni de moi, ni des députés socialistes, ni des militants socialistes. Aujourd'hui, on est là pour faire gagner la France et faire en sorte que la France change. Et c'est tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre avec les Français, parce que c'est aussi dans leur intérêt qu'on fait de la politique. Adélaïde Zulfikar-Basic, est-ce que Marine Le Pen peut aller au second tour? C'est un scénario qui est tout à fait envisageable aujourd'hui quand on voit quand même les résultats du premier tour, du Front National au régional. C'est difficile de se projeter à 18 mois du scrutin, mais effectivement, quand on regarde ce qui s'est produit au premier tour des régionales, et si la gauche se présente dans la même configuration en fait que au régional et que lors des précédentes présidentielles, c'est-à-dire pas unis, avec un candidat socialiste, un candidat d'Europe Écologie Les Verts, un candidat du Front de gauche, il est tout à fait envisageable, en tout cas, que le candidat socialiste ne parvienne pas à se qualifier. C'est pas un pronostic, mais en tout cas, effectivement, la question se pose. La question, c'est le rassemblement de la gauche au premier tour. Hein. Voilà, c'est un sujet. Je crois que les Français ont... Jean-Alain Capelle, vous préfériez, si Marine Le Pen devait arriver au second tour, vous préfériez quoi? Un candidat du parti Les Républicains, il serait plus difficile à battre qu'un candidat de gauche? Je vais décevoir vos invités à ce plateau, car pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et je vous le disais tout à l'heure, pendant 40 ans, ils se sont partagés le pouvoir et ils n'ont rien changé. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, cette élection marque un clivage qui va structurer l'élection présidentielle. Et le peuple va avoir à répondre à une question. Hein, et il votera soit pour le candidat des patriotes, soit pour le candidat des mondialistes. Et c'est comme ça que va se passer l'élection présidentielle. C'est comme ça que... Vous répétez bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que tout le monde répète, il y a le même, le candidat... mais vous savez que la pédagogie, c'est l'art de se répéter, monsieur Cordery. Et vous devriez d'ailleurs en tirer des leçons. Donc je pense que clairement que Marine Le Pen sera la candidate qui portera la bannière, en effet, des patriotes, et qu'elle a toutes ses chances, bien sûr, pour accéder au second tour. Mais nous avons 18 mois pour démontrer, à travers notamment les comités bleu marine, tout à l'heure, elle a annoncé que nous allons créer un petit peu partout et décliner partout en France. Ce sera certainement pour nous l'occasion, simplement, de lui permettre d'accéder à la victoire finale, c'est-à-dire arriver au second tour, c'est bien, mais c'est pas une faillite, c'est surtout gagner la présidentielle. Ouais, c'est dans 18 mois. Voilà, il peut encore y avoir beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. Adélaïde Zulfikar-Basic, oui. Un dernier mot. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, j'ai dit qu'il y avait la question pour la gauche d'être unie au premier tour, mais
Il n'y a pas que la gauche qui peut envisager de ne pas être au second tour. Pour la droite, ça dépend effectivement du candidat qui sortira de la primaire et à ce moment-là, sa capacité à fédérer autour de son camp les centristes et de la ligne qui sera retenue. Donc voilà, je sais pas forcément... Mais là, ils y sont arrivés quand même. En tout cas, pour les régionales, il y a quand même eu une union avec les centristes et les républicains. Oui, avec un débordement sur quelques semaines. Je peux dire après la discussion sur la ligne. Non, mais malheureusement, on arrive au terme de l'unité de la gauche est essentielle. L'unité de la gauche est essentielle. Indispensable pour les élections. Ouais. On l'a vu. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné si vous décidez de continuer les réformes. C'est surtout indispensable. Un mot, Frédéric Lefebvre, vraiment un mot. Indispensable, c'est que tout le monde change de logiciel. Moi, je crois à une France mondiale. Je le vois d'ailleurs tous les jours avec les Français qui vivent à l'étranger. On peut créer et bâtir un nouvel espoir dans ce pays. Aujourd'hui, ce discours n'existe pas, où que ce soit. Et voilà ce à quoi je crois. Voilà ce que nous devons faire et arrêter ces histoires, parce que, y compris nos histoires de « il faut faire alliance des », tout ça, ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire pour détourner ce que pensent vraiment les citoyens. C'est le projet qu'on va présenter aux Français. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Bonsoir Karim. On commence avec la défaite en trompe-l'œil du Front National. Alors c'est vrai que le terme de trompe-l'œil est largement utilisé sur les sites d'infos et dans les médias aujourd'hui. Mais avant cela, la une de La Voix du Nord qui s'était positionnée contre le Front National avec cette citation de Xavier Bertrand, la victoire des gens du Nord. Mais lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près, l'édito explique qu'il n'y a pas de vainqueur dans cette élection dans cette région qui a été observée de très près ces dernières semaines. Et puis du côté de la Provence, c'est lui. Alors on a l'impression qu'on personnalise cette victoire, alors que Christian Estrosi lui-même reconnaissait qu'il n'y serait pas arrivé tout seul. En tout cas, beaucoup de sites d'information évoquent cette défaite ou ce zéro pointé en trompe-l'œil pour le Front National, parce que on ne peut pas parler de défaite. D'ailleurs, un certain nombre d'articles le soulignent. C'est le cas du site de Marianne, en expliquant que les visages des dirigeants du Front National n'étaient pas du tout des visages abattus, puisque évidemment, comme le souligne ici le site du Monde, il a atteint des niveaux qu'il n'avait jamais atteints par le passé, un nombre de voix record. Avec ce graphique qu'on découvre ensemble, on a atteint 6 820 147 voix, alors qu'on peut dire que le record précédent était de 6 421 425 voix. Donc une évolution assez importante par rapport à ces dernières années. Et puis le site des Inrocks, lui, parle de victoire en trompe-l'œil du Parti socialiste. Victoire, c'est peut-être un terme exagéré, même si du côté de la gauche, on obtient 5 régions. Le site souligne que déjà les voix d'un certain nombre de frondeurs se font entendre, alors que Manuel Valls a expliqué qu'il n'y aurait pas de changement dans la ligne. En tout cas, ce terme de trompe-l'œil est un élément qui revenait aujourd'hui de façon assez récurrente. La presse européenne inquiète, même si le Front National ne s'impose dans aucune région. Alors Die Welt, par exemple, explique qu'on a pu entendre un ouf de soulagement lorsque les résultats ont été connus, mais ce n'est qu'un répit pour la France et pour l'Europe, écrit le quotidien de Berlin. Autre titre de la presse allemande, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui explique que la grogne qui a poussé 6 millions d'électeurs à voter pour Marine Le Pen ne va pas disparaître comme par magie. Et puis la presse allemande qui décidément s'est largement intéressée à ces élections avec Die Zeit qui explique que malheureusement les partis traditionnels ne donnent pas l'impression d'avoir tiré les enseignements des résultats du second tour. Il y a beaucoup d'indignation, beaucoup d'accusations, mais qui parle de réformes, qui parle de plans de lutte contre le chômage. On en parle bien au-delà des frontières de l'Europe, puisque le journal argentin Clarín s'arrête un instant aussi sur ces élections, en soulignant que c'est un scrutin qui a eu lieu un mois après les attentats du 13 novembre. L'article explique que c'est la peur encouragée par le Front National qui a été battue, tout en soulignant que si la classe politique ne réagit pas, eh bien, un désespoir profond va contaminer la présidentielle de 2017. Et puis, du côté d'un autre titre, cette fois-ci le Guardian, qui explique que lui aussi, le Front National n'a cessé de progresser. On n'est plus dans un vote de protestation, mais un choix politique alternatif, explique le journal britannique.
Merci beaucoup, merci Karim. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci Karim.